dépenses, c'est l'intérêt de la dette. Catégorie 2 des dépenses sont les dépenses du personnel, les salaires. Catégorie 3 des dépenses sont les acquisitions de biens et de services. Catégorie 4 des dépenses sont les investissements. Maintenant, 5e et 6e sont les transferts courants et les transferts en capital. Troisième chose maintenant, la rationalisation des agences. On va revenir tout à l'heure dans les détails, ainsi que les projets de loi. Donc, ce redressement, on le faisant, on va le faire parce qu'il y aura des réformes qui vont le précéder. Mais le plus important, c'est quoi? Comment cette réforme sera financée? Et là, je reviens encore sur le SND. On ne tâtonne pas. Sur le SND 2024-2029, il est question de le financer à autour de 18 496 milliards exactement. Il faut les gens lire. On devait le financer à autour de 18 496 milliards, dont les 60,3% doivent être supportés par l'État, les 14 par le secteur privé et les 24 par le PPP. Et dans les PPP, l'État devait supporter les 30%. Mais si on le divise en deux parties, en public et en privé, l'État va financer à hauteur de 69,3% et les 30,7% c'est pour le privé. En valeur absolue, ça fait 12 800 milliards pour l'État et 5 600 milliards pour le privé. Maintenant, un État stratège nous dit, sur la SND que vous voulez faire pendant 5 ans, moi pendant 3 ans, je peux sortir en minimum, le mot tout 5 667 milliards. Bon, il n'y aura pas de dette, il n'y aura pas de taxes supplémentaires et il n'y aura pas de brassard de retour national. C'est pourquoi il faut le linker avec les SND. Les SND, on a besoin de 12 496 milliards. Et c'est un minimum. Et si on devait aller au maximum, ça serait 12 000 milliards. Hypothèse basse, c'est 5 700 milliards. Hypothèse haute, c'était 12 000 milliards. Pour l'instant, on a 5 667 milliards. Il nous dit maintenant, comment on peut le financer de 4 milliards? L'État nous dit, moi je peux rapidement sortir 50 milliards, rien qu'en rationalisant les dépenses de l'État. On commence par la ligne 3, acquisition des biens et de services. Nous savons tous que dans le code des marchés publics, il y a appel d'offres, DRP, etc. Je dis maintenant ce qu'on va faire, il faut qu'on mette une centrale d'achat où on va centraliser l'ensemble des achats de l'État. Et en le centralisant, forcément on fera des économies d'échelle. Et il n'y aura pas de surfacturation. Le PM l'a dit la dernière fois, le coût de la surfacturation à peu près c'est 18%. Deuxième levier, c'est diminuer la taille de l'État. Là aussi, c'est un travail qui a été effectué par l'État du Sénégal. Pour un peu expliquer le travail de l'État que les gens ont fait, on a souvent le secteur public et le secteur privé. Dans le secteur public, il y a l'administration publique et le secteur parapublic. Dans le parapublic, il y a l'administration centrale, les collectivités territoriales et les structures sociales, c'est-à-dire les presses et la caisse de sécurité sociale. Diminuer la taille de l'État, les structures, les agences qui font la même mission, on peut les fusionner. Et l'autre élément maintenant, c'est rationaliser les dépenses de l'État. Rien que pour ça, notre État stratège peut sortir 50 milliards. Deuxième moyen, c'est le financement endogène hors endettement. Appel public à l'épargne. Pourquoi appel public à l'épargne? Parce que nous avons fait à 2 reprises et nous avons constaté que les gens nous font confiance. Quand on va sur le marché financier, il y en a 2. Il y a placement par adjudication, c'est appel d'offres. Et là, on le fait, il n'y a que les structures qui ont compte au niveau de la banque centrale qui peuvent prêter, contrairement aux autres qui pensent que les Maliens nous ont prêté de l'argent. Ensuite, maintenant, il y a appel public, appel épargne publique, qu'on appelle placement par syndication. On l'a fait à 2 reprises cette année. On a cherché 150 milliards, on a obtenu 405 milliards. On est parti chercher 300 milliards, on a obtenu 364 milliards. Pour montrer que, malgré la dégradation de notre par Moody's, par Standard & Poor's, les gens nous font confiance. On dit maintenant, on va miser encore sur l'appel public à l'épargne. Deuxième élément, c'est la promotion du secteur bancaire national. Aujourd'hui, au Sénégal, nous avons 29 groupes bancaires. Et dans ces 29 groupes bancaires, on possède 3 groupes bancaires qui sont majoritairement détenus par l'État. BHS, LBA, BND, sur lesquels aussi on peut ajouter la Poste Finance si la Poste Finance est réformée. Parce que ces banques-là seront des banques qui vont contribuer au développement. Troisième élément, finance islamique. Sur la finance islamique, nous avons déjà testé avec Sogepa les soukouk. Les soukouk, ce sont des emprunts obligataires. C'est-à-dire soukouk, emprunt obligataire, eurobond, c'est la même chose.
Eurobond, c'est un emploi obligatoire qui est émis en monnaie étrangère. Les obligations assimilables sont là. Les soukouk maintenant sont les obligations qui sont émises dans le finance islamique. Bon, la différence c'est quoi? La finance islamique, eux, ils considèrent l'intérêt comme étant riba. Donc du coup, eux, ils ne mettent pas d'intérêt. Les gens qui ont fait la finance islamique savent que le Musharaka, Mudaraka, les soukouk, Mudaraba, etc. On a misé. Pourquoi l'intérêt? C'est bon de le préciser. Est-ce que vous savez, cette année, rien que le service de la dette va nous coûter 5076 milliards, dont intérêt 1057 milliards, l'amortissement de la dette 4019 milliards. Il faut que les gens comprennent sur l'intérêt. Aujourd'hui, la dette qu'on va payer cette année globale, 5076 milliards, dont rien que les intérêts de la dette, c'est 1057 milliards. Je vous rappelle, au niveau de la LFI, ils avaient comptabilisé 632 milliards. Lorsqu'on a ajouté la dette cachée et l'intérêt caché, l'intérêt a augmenté de 125 milliards. Donc on est passé de 932 milliards à 1057 milliards rien que pour l'intérêt. Parce que l'Orient nous demande. Donc juste à quel point montrer l'intérêt, il ne faut jamais le négliger. La renégociation des contrats, le PM en a parlé. 18%. Enfin maintenant, financement participatif. Non, pas ça comme d'abord. Financement participatif, les levées de fonds, comparé. Deuxième élément, ressources domestiques, les niches supplémentaires. L'État vous dit je peux lever 2111 milliards. Les niches au niveau du numérique, on va y revenir dans le détail. Revenus fonciers, capital investissement, parce que l'État a des actions dans beaucoup de structures qu'ils apportent. Les dividendes ce sont les titres de participation. L'État va les rationaliser. Les amendes, les redevances et les rationalisations des situations. Enfin, quatrième élément, c'est recyclage d'actifs. Recyclage, ce n'est pas privatisé. Les programmes d'ajustement structurel dans les années 80, on avait privatisé. On prend les structures qui appartiennent à l'État, on le sait. Maintenant, le recyclage d'actifs, on prend l'actif qui appartient à l'État, ça peut être un bâtiment, autoroute. On laisse l'exploitation à quelqu'un, mais le bien va toujours appartenir à l'État et l'État va le contrôler. Tout ça, lorsqu'on fait la somme, nous permet d'avoir les 5667 milliards. Mais on a dit aux Sénégalais, ce n'est pas un plan d'austérité. Ce n'est pas un plan pour dépouiller les Sénégalais. Pourquoi maintenant les 5776 milliards auront un impact d'abord sur le plan social. L'argent sera réinjecté sur le plan social avec soutien des ménages dans le milieu rural. Deuxième élément, faciliter l'accès aux services sociaux de base. Troisième élément, les mesures liées aux baisses des prix, parce qu'avec cette manne financière, on peut se permettre de baisser les prix. Les gens qui veulent parler de subventions, tout le monde sait que les subventions, ce qu'on dit, subventions, c'est pas mauvais, mais il faut aller vers des subventions ciblées, pour que les gens comprennent. Je dis, moi, je vais subventionner le produit à tout le monde. Et dans ce tout le monde-là, il y a un milliardaire. Dans ce tout le monde-là, il y a quelqu'un qui n'est rien. On dit maintenant, lorsqu'on subventionne maintenant, on va subventionner ciblée. Quand on peut y aller ou pas, aussi Wolof. Donc nous, on va aller dans les subventions ciblées. Même le PM a dit l'autre, pourquoi on va même faire dans le cadre du RNU, faire des transferts. Deuxièmement, cette somme d'argent va accompagner le secteur privé. Pour que le développement soit endogène, il faut que la croissance soit inclusive. Croissance inclusive, il fait que d'abord que tu as un secteur privé fort. Tant que tu laisses les multinationales travailler, ils vont investir, gagner de l'argent et transférer les dividendes dans leur pays d'origine. Mais nous, on a pris l'option de miser sur le secteur privé local. C'est avec ce secteur privé local-là qu'on aura une croissance inclusive. Croissance inclusive demande deux choses. En amont, il faut que les entreprises soient créées par les Sénégalais et que les Sénégalais y travaillent. En aval, la valeur ajoutée qui sera créée, une partie sera donnée aux salariés qui vont rester au Sénégal. Le bénéfice sera capitalisé par les propriétaires qui seront au Sénégal. Donc c'est cette croissance inclusive qui va créer un développement endogène. Donc on va accompagner le secteur privé, garantir le secteur privé. Et dans le code des impôts, il y aura le procédure de pro-investissement pour attirer le maximum d'investisseurs. Troisième élément, ça sera quelles sont les filières stratégiques. Dans l'économie compétitive, l'État a ciblé l'ensemble des filières qui sont stratégiques. Maintenant, qui dit filière stratégique, ça ne suppose pas les autres amis solo. Il faut que les gens le reviennent ensemble. Ce sont les 6 et nous allons accompagner les filières stratégiques. Et sur le plan budgétaire, ça va nous permettre maintenant de revenir à l'orthodoxie budgétaire.
Donc, ce plan va nous permettre de trouver de nouvelles ressources endogènes, de retrouver définitivement l'équilibre budgétaire et d'accélérer le programme d'économie. Avec ce plan-là, nous avons un État stratège qui va migrer petit à petit de la finance publique à une finance fonctionnelle, dont la vocation principale consiste à faire focus sur l'intérêt général des Sénégalais. Donc voilà, de manière assez détaillée, après sur les questions-réponses, s'il y a des questions sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, on va y revenir. Voilà ce qu'il fallait dire par rapport à ce plan. Ce qu'il faut retenir, c'est 5 667 milliards, sans dette supplémentaire, sans fiscalité supplémentaire, sans bras de rousse. Ensuite, montrer que cette somme d'argent sera réinvestie pour montrer qu'on n'est pas dans une situation d'ajustement structurel. Il faut terminer. Contrairement à ce qu'ils disent, le Sénégal, après l'échec de politique de développement de Mamadou Dia, de 1960 à 1979, le taux de croissance moyenne tournait autour de 2%. Automatiquement, il fallait faire quelque chose. Donc là, ce n'est pas la même chose. Le fait générateur, là-bas, c'est le FMI et la Banque mondiale qui l'a imposé. Nous, on l'avait décidé. Le Sénégal a fait un plan de stabilisation de 1979-80. Ce plan n'a pas marché. De 80 à 85, on nous a imposé le plan de redressement économique et financier. Ce plan n'a pas marché. De 85-92, on nous impose les ajustements structurels à moyen et long terme. Ça n'a pas marché. 93-94, ils ont mis le plan d'urgence Sakholoum avec la baisse de 15% des salaires des fonctionnaires. Ça n'a pas marché. 94, on nous a dévalué. Et 96, on a mis officiellement le Sénégal parmi les PPT, pays pauvres, très endettés. Et depuis là, nous sommes en train de lutter. Donc nous, ce n'est pas un plan qui a été dicté. On n'est pas en austérité et on n'est pas en ajustement structurel. Voilà ce qu'on a voulu partager avec les Sénégalais. Et je vous remercie.